Bonjour, très chers téléspectateurs de l'AETV et puis du site www.africaenvironnement.com. Bienvenue dans cette interview. Une interview cette fois-ci consacrée aux journalistes, aux journalistes bien évidemment spécialistes de l'environnement. Alors pour en parler, je suis avec Monsieur Alfred, Prince Alfred Ntumba. Il est journaliste, mais je vais lui laisser se présenter. Il nous dira mieux par rapport à moi-même. D'ailleurs, je salue, bonjour. Bonjour mon frère, Ça va? ça va bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va fort. Ouais, on est là. Voilà, je vais partir d'abord. Présentez-vous. Je voudrais savoir comment pouvez-vous vous présenter. Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Et voilà. Merci beaucoup. Je suis Alfredo Prince Ntumba. Je suis journaliste spécialisé des questions d'environnement. Je suis directeur général de Environ News RDC, qui est un média spécialisé qui traite des questions de l'environnement. Et en même temps aussi, je travaille comme conseiller en communication de Madame la ministre de l'Environnement. Ok. Monsieur Prince Alfred, dites-moi, comment êtes-vous arrivé carrément dans le domaine de l'environnement? Parce que je présume que vous avez d'abord commencé comme journaliste, simplement. Ouais. En tout cas, le parcours est assez long. C'est-à-dire que lorsque j'étudiais, lorsque je faisais le journalisme à l'IFASIC, parce que je suis un produit de l'IFASIC, mes collègues avec qui j'ai étudié, donc les camarades de classe, pour la majorité, ils avaient décidé de faire la politique, donc le journalisme politique extérieur. Et d'ailleurs, qui est en vogue jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Et du coup, moi, j'avais décidé de faire la politique, donc disons le journalisme politique intérieur. Pourquoi? Parce que je me disais que on a encore beaucoup de choses à apprendre pour nous-mêmes, pour nous les Congolais, donc rester à l'intérieur du Congo pour apprendre les spécialités du Congo, que d'aller apprendre la politique des autres, donc de l'extérieur. Mais dans nos échanges avec les collègues, la majorité des camarades journalistes, donc en devenir en ce moment-là, ils se voyaient toujours faire des émissions sur la politique, donc des émissions politiques, donc rencontrer les hommes politiques. Donc c'était vraiment ça l'idée en fait pour la majorité de mes collègues, mes condisciples. Donc moi, dès que j'ai fini, je vais travailler dans une chaîne de télévision et je vais commencer à animer une émission politique, recevoir des personnalités politiques de notre pays. Et je connais quand même autant de mes collègues qui sont aujourd'hui dans ces domaines-là et qui évoluent très bien dans ces domaines. Mais moi, quant à moi, je me disais que je devrais faire quelque chose de différent. Je ne voudrais pas faire quelque chose comme les autres. Je me disais, bon, comme vous voulez faire tous la politique et animer des émissions politiques, moi je vais me lancer dans les domaines de l'environnement. D'accord, oui, c'est bien de se lancer dans le domaine de l'environnement, mais l'environnement, c'est un fleuve. Un fleuve où il faut savoir où tenir, une place où il faut se tenir. Exact. Alors, est-ce qu'il y a des débouchés? Quels sont les débouchés? Quel est le pan qu'on peut prendre pour, quand on est journaliste, on dit environnementaliste, il faut être dans telle thématique ou dans tel programme. Est-ce que c'est seulement journaliste environnementaliste ou un journaliste spécialiste de l'environnement, ça suffit? Ça ne suffit pas, mais peut-être que je puisse achever mes idées sur la première question et puis je vais répondre à cette deuxième question. Donc, quand j'ai décidé justement de faire autre chose que ce que mes collègues avaient décidé de faire, je n'avais aucune connaissance sur l'environnement. Vous savez, à l'IFASIC, on n'apprend pas l'environnement. Donc, on apprend juste les techniques journalistiques. Et voilà. Donc, je devrais apprendre le journalisme sur l'État, moi-même. Et là, on est en 2012 et j'ai commencé à contacter à gauche, à droite les spécialistes des questions de l'environnement. Et je me suis donné un devoir de beaucoup lire, beaucoup rechercher et pour mieux apprendre. Lorsqu'on parle, par exemple, de la biodiversité, ça fait allusion à quoi? Lorsqu'on parle de l'économie verte. L'économie verte, bon, c'est vrai que l'économie bleue verte sont arrivées à peine en 2016, mais à ce moment-là, ce sont des thématiques qui n'existaient pas. Mais il y avait des thématiques qui étaient en vogue, c'était notamment la RED, donc réduction des émissions dues à la déforestation, et ainsi de suite. Et comment comprendre ces jargons techniques dont on n'est pas habitué? Tu vois un peu, c'était très difficile pour moi. Et c'était devenu plus complexe. À un moment donné, je me disais, mais est-ce que je vais m'en sortir? D'autant plus que quand vous rencontrez un spécialiste avec des petites questions superficielles, il vous considère comme étant des personnes ou des journalistes qui ne maîtrisent pas la chose. Donc, vous devez maîtriser bien lorsque un spécialiste
va en profondeur avec les explications. Vous devez être en mesure de comprendre ce qu'il dit et rebondir avec des questions. Et ça, c'était un défi en ce moment-là. C'était vraiment un défi. Et ce fut quelle année? C'était en 2012, donc 2012-2013. Et c'est comme ça, avec la détermination, j'ai commencé moi-même à me former, à suivre des tutoriaux sur YouTube, par exemple. J'étais obligé, par exemple, de recourir à lire beaucoup ce qui a été déjà publié sur les différentes thématiques que j'abordais souvent. Et ça m'a donné quelques éléments. Et je dois préciser qu'en ces moments-là, il n'y avait pas de repères dans le domaine de l'environnement. Journalisme environnemental en RDC, il n'y avait pas de repères. Donc moi, je me suis battu pour construire des repères pour la majorité des jeunes qui sont venus après moi aujourd'hui. Et donc, ce n'était pas très facile pour moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de modèle d'un journaliste environnemental devant moi. Je devrais créer ce modèle-là. Et c'est comme ça, grâce à Dieu et aussi grâce à beaucoup de recherches, je suis parvenu justement à créer ce modèle et me faire accepter dans les domaines. Parce qu'il y a une chose qu'il faut signaler, lorsque vous êtes journaliste environnemental, parce qu'il faut faire la différence entre journaliste environnementaliste et journaliste environnemental. Les journalistes environnementaux, c'est comme nous ne sommes pas des environnementalistes. Je n'ai pas fait l'environnement. Je suis un journaliste, mais je traite des questions de l'environnement, donc je suis un journaliste environnemental. Mais il y a des collègues qui ont fait peut-être l'environnement à l'UNIKIN. Voilà, les deux en même temps, et en ce moment-là, on les appelle les journalistes environnementalistes. Alors, lorsque vous venez dans ces milieux-là, vous devez être accepté d'abord. Et pour vous faire accepter, vous devez comprendre comment ces milieux fonctionnent. Et là, je réponds carrément à la deuxième question, parce que vous avez voulu savoir s'il y a des débouchés, s'il y a, comment c'est conformé à toute cette classe qui s'est composée autour des questions environnementales. Vous savez, comme vous l'avez dit vous-même, l'environnement est très vaste. Tout ce qui touche à notre bien-être, tout ce qui touche à notre existence relève de l'environnement. Il est transversal dans la mesure où toutes les autres thématiques concourent à l'environnement. Vous allez voir quelqu'un qui travaille par exemple dans l'électricité, il y a des choses qui touchent à l'environnement. Quelqu'un qui travaille dans les fonciers, quelqu'un qui travaille... Bref, tous les secteurs de notre vie touchent directement à l'environnement. Et du coup, un journaliste qui traite de ces questions doit à la fois être quelqu'un qui maîtrise bien les autres ramifications qui viennent se greffer sur l'environnement, de telle sorte que lorsque vous êtes devant un spécialiste, un expert, parce qu'ils aiment bien qu'on les appelle comme ça, un expert dans cette matière-là, qu'ils sentent que j'ai affaire à un journaliste qui maîtrise ce qu'il veut ou ce qu'il dit, qui ne sentent pas que j'ai affaire à un novice. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose que lorsque vous venez dans ce domaine-là, dans ce domaine du journalisme environnemental, vous devez faire un effort pour être un journaliste complet, un journaliste accompli, qui comprend lorsqu'on parle des questions de foncier, ça fait allusion à quoi concrètement? Lorsqu'on parle de l'aménagement du territoire, ça fait allusion à quoi? Lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle des pollutions, des hydrocarbures. Bref, vous comprenez que toutes ces questions, on ne te demande pas d'être spécialiste sur toutes ces questions-là, mais au moins avoir des généralités. Une culture générale. Voilà, une culture générale de toutes ces questions-là, de telle sorte que lorsque vous voulez aborder telle ou telle autre question, vous soyez donc à l'aise de les faire. Donc ça, c'est la première des choses. Et une fois que vous êtes dedans et que vous comprenez mieux la manière dont les choses se construisent, vous allez maintenant vous décider, bon, qu'est-ce que moi je vais faire? Dans l'environnement, on parle du climat, on parle des forêts, on parle de l'eau, on parle des gaz, on parle de pollution, on parle de ceci, bref, on parle un peu de tout. On parle des fleuves. Voilà. Alors, est-ce que je dois être généraliste de tout ça? Non. Moi, je peux me dire, bon, moi, je vais me spécialiser sur les questions du climat. Et c'est là où moi, je suis, par exemple. Moi, je me suis spécialisé sur les questions du climat. Et depuis 2013, quand j'ai lancé EnviroNews, je me suis dit, bon, moi, je vais aborder les questions du climat. Et j'ai commencé à traiter de ces questions du climat. Et aujourd'hui, je couvre tous les grands sommets qui se tiennent dans le monde sur les climats. Le climat, la biodiversité, la désertification.
Toutes les COP, je suis là. Pourquoi? Parce que je maîtrise, je comprends les contours de toutes ces discussions au niveau international, je comprends les contours de toutes ces discussions au niveau local, au niveau de la RDC, et même aussi au niveau de la sous-région. Je comprends à quel niveau la sous-région se trouve avec les différents engagements pris pour telle convention, pour telle autre convention. Donc, bref, voilà un peu ce que moi j'ai fait. Et du coup, pour clôturer, pour chuter sur cette question, y a-t-il des débouchés? Oui, il y a des débouchés. Je l'ai toujours dit pour ceux qui veulent faire ce travail, qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme vous le voyez, l'environnement touche à beaucoup de secteurs. Il n'y a pas suffisamment de spécialistes, des journalistes spécialisés sur les questions de l'environnement. Il n'y en a pas suffisamment. Il y en a peut-être une dizaine, peut-être quelques dizaines dans notre pays. Oui, Alors, même en Afrique, hein, parce que moi j'ai un rapport, je crois, des Nations Unies ont dénoté que 800 voilà. dans toute l'Afrique. La preuve en est que moi j'étais au Canada en 2022 pour couvrir la COP 15 sur la biodiversité et les journalistes africains, nous n'étions qu'à 3. Pendant que l'Amérique du Sud avait ramené des centaines de journalistes pour couvrir ces sommets, l'Europe, puis l'Océanie et les autres, l'Asie, il y avait dans la salle de médias, parce que c'est là où on s'est retrouvés, tous les journalistes qui étaient là pour couvrir les sommets, on s'est retrouvés là. Vous allez voir que les Africains, on n'était qu'à 3. Il y avait moi, Congolais, j'étais le seul Congolais qui était là. Il y avait un seul Camerounais et il y avait une Béninoise. On n'était qu'à 3 personnes. Pendant que les autres étaient en termes de centaines. Donc, il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Et du coup, il faut que les autres viennent dans ces domaines, se spécialisent. Parfois, ils ont peur. Mais je vais vous dire qu'il n'y a rien à craindre dans ces domaines. Tout ce qui est technique est simplifiable et compréhensible. D'accord. On a tendance aujourd'hui, c'est vrai, c'est ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a de la place, mais beaucoup de jeunes, surtout jeunes journalistes, lorsqu'ils finissent, patatras, c'est la politique. Le conseil à donner, surtout à ces jeunes-là, qui peuvent trouver aussi des débouchés, c'est leur dire quoi? Quel est le mode de motivation qu'ils peuvent avoir pour directement, dès qu'ils finissent, qu'ils viennent sur la question climatique, à la place d'aller à la politique? La première motivation, c'est la passion. Il faut avoir la passion pour ce que vous faites. Parce que vous savez, vous êtes venu me chercher aujourd'hui pour parler de l'environnement. Si l'environnement n'était pas votre passion, vous n'allez peut-être pas me chercher. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, écoutez, moi j'ai besoin de trouver les politiques parce qu'après avoir fait l'interview, ils vont me donner $100, $200, $300, $500, tout dépend. Mais tandis que quand vous venez chercher un spécialiste des questions de l'environnement, généralement, ils n'ont pas d'argent. Généralement. Donc c'est difficile, et ça, j'ai rencontré ça dans mes débuts, où vous allez faire l'interview avec quelqu'un, il vous dit, est-ce que c'est payant ou ce n'est pas payant? Quand vous lui dites c'est payant, il dit, je n'ai pas d'argent. Et c'est difficile pour vous en ce moment-là de faire le travail. Mais moi, j'avais opté pour une approche non payante. Parce que je me disais qu'il faut d'abord que les gens me découvrent, il faut d'abord que je m'impose, il faut d'abord que les gens m'acceptent. Et tous les experts que j'ai rencontrés dans mes débuts, je faisais passer leurs interviews gratuitement sur mon média. Imaginez à ce moment-là, l'Internet n'était pas aussi en vogue comme aujourd'hui. Je diffusais mes émissions sur la radio Sangomalamu, sur Antenne A et sur SMBDJ en ce moment-là. Et ça me coûtait chaque fin du mois plus ou moins $600 parce que c'était $200 par chaque chaîne, avec une diffusion de la semaine et une rediffusion. Et j'ai payé $200 pour la radio Sangomalamu, $200 pour Antenne A, $200 pour CMBDJ. Et cet argent, j'ai sorti cet argent de mes propres poches. Donc, les petits jobs que je faisais à gauche, à droite, je gagne un peu d'argent, je prends cet argent, j'investis. Parce que quand je pars rencontrer un expert, il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Vous faites une interview comme on le fait comme ça à la fin, il dit « Ah, merci beaucoup Alfred, en tout cas à la prochaine ». Mais pour moi, c'était une occasion de montrer à ces gens que même sans argent, on peut travailler. Ce qui fait aujourd'hui que la plupart de ces jeunes qui viennent dans ces métiers puissent s'adonner à d'autres disciplines qu'à aborder ces questions d'environnement, c'est d'abord, les gains présents. Donc les gains présents. Ils ont besoin de gagner présentement.
Vite fait. Oui. Donc, c'est-à-dire, quand je viens, je dois gagner parce que, voilà, on m'a dit que le journalisme paye de l'argent, donc je dois gagner. Deuxième chose qui fait que ces jeunes gens ne développent pas cette passion, c'est le fait que les questions de l'environnement restent très techniques. Et là-dessus, nous avons eu, avec l'aide de... Là, il faut plus un peu de l'intelligence. Ouais, ça demande beaucoup d'intelligence, alors beaucoup d'intelligence. Et c'est là où je reviens encore sur la passion, parce que lorsqu'il n'y a pas de passion, il est difficile, parce que nous faisons le journalisme scientifique. Et déjà, d'entrée de jeu, vous allez voir que les scientifiques sont souvent mal compris. Et même nous qui travaillons comme des gens scientifiques, on est aussi souvent mal compris. Alors, lorsque vous êtes un scientifique, vous ne voyez pas l'argent, mais vous voyez d'abord le travail que vous devez rendre. Et ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, mais voilà, ce gars-là, il est toujours entre les avions, il est toujours ici, il est toujours là-bas. Oui, c'est vrai. Mais mes débuts n'étaient pas comme ça. Je peux dire, oui, je peux dire aujourd'hui que l'unique continent que je n'ai pas encore sillonné, c'est l'Océanie. Mais les restes des continents, j'ai été. J'ai été partout. J'ai été partout. Et partout où j'ai été, je n'ai jamais payé mon argent. Je n'ai jamais payé mon argent. C'est de l'argent des bailleurs, des partenaires, des bailleurs, des autres qui m'amènent là. Mais ce n'est pas leur argent qui m'amène là, mais c'est plutôt l'intelligence qui est en moi qui m'amène là. Pourquoi? Parce que ces gens ont besoin de communiquer. Ils se disent, nous seuls, on ne peut pas communiquer, il faut un spécialiste en communication environnementale. Et les spécialistes, c'est ces messieurs-là. Monsieur, tu es disponible parce qu'on doit partir à New York pour ça, ça, ça. Oui, je suis disponible. Est-ce que tu as le visa? Oui, j'ai le visa. Allons-y. Monsieur, voilà, il y a quelque chose à faire au Canada. Est-ce qu'on peut partir? C'est comme ça. Et quand les gens voient, ils se disent, non, voilà, ce gars-là, il est dans les trucs occultes, patati patata, comme ça se raconte. C'est normal. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas l'investissement que nous faisons avant. Donc, accepter d'investir son temps, son énergie, son argent, ça va payer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter un peu ce que nous avons investi. Vous êtes dans un bureau. Peut-être c'est à vous d'apprécier notre bureau. Mais revenez 10 ans avant, ce n'était pas pareil. On était dans un endroit difficile. Est-ce que faudrait-il pas opter sur la formation, carrément une spécialisation de journaliste, mais environnemental? Oui. J'ai eu à échanger avec plusieurs entités, notamment l'UNESCO, pour essayer de voir est-ce que c'est possible d'intégrer l'environnement à l'IFASIC. Comme nous avons la politique extérieure, la politique intérieure, nous avons le multimédia, nous avons la communication comme section à l'IFASIC, mais intégrons aussi l'environnement dans ces domaines-là. Oui, il y a des avancées. Moi, j'ai été contacté par l'IFASIC pour assister un professeur parce qu'il y a maintenant des cours, je peux dire des séminaires sur l'environnement à l'IFASIC. Avant, il n'y en avait pas. Et je devrais assister le professeur Vumbo, que vous devez connaître si vous êtes passé par l'IFASIC, c'est l'un des professeurs qui est là. Donc, il m'avait contacté pour commencer à l'assister sur les questions, sur ce séminaire-là. C'est déjà une avancée. Malheureusement, mon temps ne l'a pas permis. Sûrement, il a trouvé une autre personne pour ces travaux-là. Mais au moins, au niveau de l'IFASIC, il y a déjà le fait qu'on ait intégré des séminaires sur l'environnement ouvre déjà une porte sur une possibilité d'avoir une section dédiée à l'environnement demain après-demain. Pourquoi? Parce que, vous savez, les médias de demain, ou les médias d'aujourd'hui même, je peux le dire, parce que j'utilise le mot les médias de demain parce que c'est un mot qui m'avait été dit par le sénateur Didier Moumengi. Nous sommes en 2013, je produis ma première capsule, donc ma première émission Environews. Je rencontre Didier Moumengi, il venait à peine de publier son livre sur les bassins du Congo. Je vais le rencontrer pour solliciter une interview et je lui montre ce que je réalise. Il regarde l'émission, c'était une petite émission de 15 minutes, il regarde l'émission, il me dit « Mais Alfred, moi je ne vois pas une émission, mais je vois une chaîne de télévision. » Là, nous sommes en 2013. Je vois une chaîne de télévision.
toi, tu as compris bien avant les autres que les médias de demain seront les médias environnementaux. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Avant, les questions d'environnement prenaient les derniers points de l'actualité, même si c'est un grand événement. Mais aujourd'hui, quand c'est un grand événement, ça occupe la une des médias. Donc, c'est qui est déjà quelque chose de très intéressant. Ces messieurs me disent ça en 2013. En 2019, je lance ma chaîne de télévision Environnews TV, qui a fonctionné de 2019 jusqu'en 2022, 2022-2023. Plus ou moins 3 ans après, j'ai arrêté avec la diffusion. Et quand je regardais cette chaîne de télévision émettre sur BlueSat et dans toutes les télévisions TNT qui recevaient ça, et les feedbacks qu'on recevait de la population sur les questions d'environnement, on s'était dit, mais voilà, je pense que ces médias manquaient énormément à cette population. Lors de la pré-COP 27, c'était ici en RDC, j'arrive dans la salle, c'était au Palais du Peuple, je rencontre des étudiants des universités qui me reconnaissent. « Ah, monsieur Alfred, vous savez que Environnews, pour nous, c'est l'université. » Donc, même si je rate les cours à l'université, je sais que quand je vais regarder Environnews, je vais réapprendre tout ce qu'on nous enseigne à l'université. Donc, vous comprenez que les médias aujourd'hui, c'est les médias environnementaux. Et tous les journalistes qui ont besoin d'aller plus loin, ils doivent venir dans ce domaine de l'environnement. Vous pouvez être un journaliste politique, mais vous pouvez faire votre politique sur les questions de l'environnement. Vous pouvez être... Puisqu'il y a la politique environnementale. Bien sûr, bien sûr. Le président de la République est allé hier au Tchad pour parler de l'eau. Nous sommes dans la dimension politique de l'eau. Et si vous comprenez bien... Nous sommes dans l'économie bleue. Exactement. Si vous comprenez bien, et heureusement tu évoques, c'est une économie. Et quand on parle de l'économie, vous comprenez qu'il y a une transversalité des données à l'intérieur de cette économie-là. Mais nous avons besoin des spécialistes de l'économie bleue. Nous avons besoin des spécialistes de l'économie verte. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait en termes de l'économie circulaire et tout ça, on a besoin de journalistes qui peuvent décoder facilement ces enjeux et démontrer qu'il y a des business qui peuvent se développer à travers ces différentes économies et gagner de l'argent. Alors, on va aller rapidement parce qu'il va falloir que nous finissions parce que les gens vont partir. Je vous en prie. Quel est le message qu'avez-vous sur les 17 ODD? Vous savez, les ODD aujourd'hui restent encore un défi. Un défi pourquoi? Parce que les États comme la RDC ne sont même pas arrivés à atteindre 5 objectifs. Et il n'y a pas que la RDC, il y en a plusieurs dans le monde comme ça, qui ne sont même pas arrivés à atteindre seulement 5 objectifs. Et du coup, c'est un problème qui est à la fois politique et aussi des visions. Est-ce que lorsqu'on définit les objectifs de développement durable, on prend en considération les besoins réels des États? Lorsque vous dites, voilà, tel ODD, à l'horizon 2030, nous devons arriver à faire ça, ça, ça. Est-ce que les États membres, les États signataires de ces ODD, ont-ils les moyens de leur politique? Ça, c'est aussi un problème. Le cas de la RDC, par exemple, vous vous dites, voilà, d'ici 2030, nous devons atteindre 98% ou bien 90% des communautés électrifiées, par exemple. Mais est-ce que les priorités de la RDC sont l'électrification? D'ici 2030, on aura atteint zéro faim. Est-ce que la RDC a les moyens de réduire la faim de 0%, de 10%, de 20%? Donc, à mon humble avis, parce que c'est déjà à 4 ans, on va évaluer les ODD. Je pense que déjà, les discussions qui se tiennent sur cette question-là prouvent à suffisance que les ODD n'ont pas suffisamment marché. Certes, il y a quelques pays occidentaux qui sont parvenus à atteindre une dizaine d'objectifs, mais la majorité des pays, nos pays de l'Afrique subsaharienne ici, même, je peux même aller plus loin pour globaliser l'Afrique. En tout cas, je ne crois pas, à moins que ça soit une erreur de ma part, je ne crois pas qu'il y a un seul pays qui a atteint 10 objectifs.
Je ne crois pas. Donc, les débats doivent être encore ouverts. Maintenant que nous avons une expérience, maintenant que nous avons tiré des leçons de pourquoi ça n'a pas marché avec les ODD, je pense que lors de 2030, parce qu'on va redéfinir de nouveaux objectifs, les discussions qui seront menées vont permettre à ce que les ODD puissent refléter réellement les besoins et les attentes des États. Sinon, ça va être des ODD que vous définissez pour vous et qui ne sont pas atteignables par les États membres. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de vous dire merci d'être passé et vous encourager à continuer à faire ce que vous faites. Et je l'ai toujours dit à plusieurs reprises que le domaine de l'environnement est très vaste et a besoin de journalistes. Et comme vous venez de faire votre entrée dans ce domaine, moi je vous souhaite un plein succès et vous encourage à avancer. Ne voyez pas l'argent immédiat, mais regardez plus loin. Vous allez voir que l'argent que vous avez perdu immédiatement, vous pouvez récupérer ça au centuple demain après-demain. Merci. Et donc, nous étions là avec M. Prince Alfred Otumba. Il est DG d'Enviro.cd, un média en ligne, donc un site web. Merci vraiment de nous avoir suivis et de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup. Quant à vous, LiveTV, www.afriqueenvironnement.com. On se retrouve prochainement avec un autre numéro et un autre invité. Ciao, ciao.